L'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk a provoqué émoi et sidération aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays du monde. Après les tentatives de meurtre dont a été victime Donald Trump, cet acte cristallise la menace d'extrême gauche, prête à en venir aux armes à feu pour des idées. En France, cette même menace est connue, mais sa nature et son emprise sont différentes. Alors, que craignent les personnalités de droite en France ? Connaîtra-t-on un Charlie Kirk au pays de Voltaire ? L'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle lors d'une réunion publique dans l'Utah. Charlie Kirk est assis sur scène, micro en main, à droite de l'image, lorsque soudain... Tout le monde s'est mis à terre, tout le monde avait tellement peur. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, la parole à gauche et à l'extrême gauche, et notamment sur les menaces de mort, s'est radicalement décomplexée. On est en plein dans une crise civilisationnelle où on n'a pas trouvé d'autres moyens pour lutter contre l'autre que de le tuer. On voit le mécanisme qu'il y a en France, on voit le déchaînement de violence, on voit les pratiques des Black Blocs, on voit les pratiques des antifas. C'est évident que si rien n'est fait pour mettre hors de combat ces gens-là, il y aura des Charlie Kirk en France, c'est inévitable. Un coup de feu qui va faire basculer le monde. Ce 10 septembre 2025, veille de la commémoration des attentats du World Trade Center, personne ne s'attendait à ce qu'une autre tragédie vienne éclipser le triste anniversaire du lendemain. Alors qu'il tenait une conférence à l'université de l'Utah, Charlie Kirk, 31 ans, est tué d'une balle dans le cou par un tireur embusqué. Cet influenceur chrétien et patriote avait déjà été, à de maintes reprises, menacé sur les réseaux sociaux. Mais après les 2 tentatives ratées d'assassinat visant Donald Trump, l'extrême gauche réussit, cette fois-ci, à atteindre sa cible. Une extrême gauche qui sévit tout autant en France. Mais a-t-on une chance de voir un destin équivalent à celui de Charlie Kirk sur le sol français ? Tout le monde, bien sûr, a en tête les attaques des frères Kouachi contre le journal satirique Charlie Hebdo. Et si la droite française pouvait, elle aussi, craindre un assassinat politique de la part des extrémistes ? Il faut de prime abord admettre que l'histoire politique des États-Unis est bien différente de celle de la France, et que les crimes par arme à feu, y compris contre des personnalités publiques, y sont moins rares. Ces mêmes armes à feu y circulent bien plus d'ailleurs. On en compterait plus d'une par habitant. Mais, ce que les statisticiens oublient souvent de préciser, c'est que l'immense majorité des attaques ont lieu entre gangs et ne visent pas les citoyens honnêtes. Au vu de la relative facilité, dans certains milieux, de se procurer une arme à feu en France, rien n'empêcherait, en réalité, une personne vraiment déterminée à en faire usage, y compris en public. Un personnage tel que Charlie Kirk a néanmoins beaucoup moins de chances de voir le jour en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que la carrière de l'influenceur patriote démarre dans les campus universitaires. Là, le natif d'Arlington Heights convertissait tout un monde étudiant aux théories du Make America Great Again. Patriotisme, famille, souveraineté nationale, christianisme. Avec, bien sûr, des avis sur l'immigration clandestine ou les questions sociétales qui tranchaient net avec la doxa dominante. Une profession de foi impossible à concevoir en France. Tout d'abord parce qu'elle tomberait vite sous le coup de la justice pour incitation à la haine. Ensuite parce qu'elle se confronterait, sans doute plus rapidement encore, à la violence des idéologues d'extrême gauche et de leurs nombreux appuis violents dans les universités. Les difficultés qu'ont rencontrées des personnalités telles que Florence Bergeau-Blackler ou Michel Onfray, dont les conférences dans les lycées ou facultés ont plusieurs fois été annulées, suffisent à démontrer qu'un Charlie Kirk à la française n'aurait pu organiser ces mêmes réunions publiques dans des universités. Le totalitarisme des groupuscules d'extrême gauche qui s'y exercent interdit presque toute expression publique un peu trop dissidente. Une partie de l'extrême gauche considère comme tout à fait légitime l'usage de la violence verbale ou physique dans le cadre de sa lutte fantasmée contre le fascisme. Reprenant les idéaux hérités de l'après-guerre, elle se place néanmoins en contrepoint du capitalisme, flirtant beaucoup plus volontiers avec les thèses et pratiques communistes, pourtant non moins totalitaires que d'autres régimes du XXe siècle. Cette nécessité absolue de lutte pour éviter un prétendu retour des idéologies racialistes ou nationalistes fait prendre à leur combat un tournant absolutiste. Dans le cadre de la bataille pour la survie du genre humain, qui serait donc constamment menacé par la tentation du repli sur soi, le refus du dialogue et le recours à la violence sont les seules réponses appropriées. Il faut dire qu'elles évitent la réflexion et la remise en cause,
et constituent par là une voie beaucoup plus facile à prendre. Pour la seule année 2025, les attaques des groupuscules dits antifascistes dans les facultés sont déjà presque innumérables. Fin janvier, 4 membres de la cocarde étudiante, dont une femme, violemment agressés par des militants de la Jeune Garde, leur occasionnant au total 16 jours d'ITT. Une semaine plus tard, des militants gaullistes attaqués par un groupe d'extrême gauche, envoyant l'un d'eux à l'hôpital. Fin février à Rennes, 2 militants de l'Uni, reconnus par des antifas, lynchés sans sommation. Le 7 mars, nouvelle attaque des antifas contre des militants de l'Uni qui tractaient à la Sorbonne. 3 jours plus tard, un responsable étudiant et son ami agressés par 6 antifas à Nantes. La liste serait bien trop longue si elle se voulait exhaustive. Un jeune membre de la cocarde étudiante raconte ainsi comment il a été victime, avec ses amis, d'un véritable guet-apens tendu en pleine nuit par des antifas. Une voiture a pilé, alors que on procédait au collage, et ils nous ont demandé pour qui on collait. Et voyant les hymnes d'affiches qui étaient collés, ils nous ont dit ça nous plaît pas. Et sans même avoir eu le temps de débattre ou même de s'expliquer, un premier militant a reçu un coup de poing dans le visage, puis un deuxième, ce qui a entraîné une bagarre, mais ils étaient en supériorité. Je me rappelle en avoir vu un avec une barre de fer, et surtout, donc oui, assez organisé, assez déterminé. Le tout alors que la nuit était tombée, donc ça facilite aussi ce genre d'action coup de poing. Et malgré les protestations de passants, ça ne les a pas fait fuir. Les groupes d'ultra-gauche vont jusqu'à suivre les militants chez eux pour les violenter avec plus encore de discrétion. Maxence Blanc, engagé sur les listes du Rassemblement national, raconte comment il a été suivi jusque chez lui, puis frappé par un responsable cégétiste et ses amis, alors qu'il tractait à la faculté d'Albi en avril dernier. C'était le 14 mars 2025, lors des élections étudiantes qui se déroulaient à Albi, à la faculté de Champollion. Je me suis rendu à la fac avec différents militants de la cocarde étudiante afin de pouvoir tracter les étudiants, de leur avertir qu'il allait avoir lieu des élections et que c'était important de se mobiliser. En fait, je me suis rendu compte que différents individus tournaient un peu autour de l'endroit où on débattait. Ils jetaient, ils étaient sans cesse sur leur téléphone. Donc là, je commence à me douter qu'il se passe quelque chose. Après, moi, j'ai jamais été tracté dans une fac, donc le danger, le risque antifa à cette époque-là, je ne le connaissais pas. Un de mes collègues et militants me fait comprendre qu'il est temps qu'on parte parce que quelque chose est en train de se préparer. Lui, il est un peu plus formé, il connaît un peu mieux comment ça se passe sur les campus universitaires, donc je l'écoute. Et on s'en va du campus. Lui, il rentre chez lui. Et moi, là, je m'apprête à rentrer chez moi. Puis, sur mon trajet, je rencontre le patron de la CGT albigeoise. Que je reconnais parce qu'en fait, il était présent sur le lieu du tract. C'est quelqu'un qui travaille à l'administration de la faculté. Puis, au moment d'arriver devant mon hall d'immeuble, je rentre. Et puis là, au moment de rentrer, si vous voulez, la porte se referme de mon hall, sauf que là, j'entends un énorme bruit. Et en fait, la porte s'ouvre brutalement. Mon hall d'immeuble, il est complètement dans le noir, il n'y a pas de lumière, donc je vois juste la lumière de dehors qui éclaire le hall. Et puis là, 2 individus sont entrés dans mon hall et m'ont roué de coups, m'ont plaqué contre le mur. M'ont proféré des menaces en me disant qu'ils savaient où j'habitais et qu'il ne fallait plus que je tracte pour ce syndicat-là. Impossible dans ce contexte d'imaginer un Charlie Kirk portant son militantisme dans les universités. Les factions d'ultra-gauche y sont trop nombreuses, trop violentes, trop souvent impunies. Et elles n'ont pas besoin de placer des cibles sur les étudiants, pour la plupart dissuadés de tracter avant même d'avoir tenté l'expérience. Et ces groupuscules ne reculent devant rien, pas même l'idée de frapper des femmes. Les militantes féministes du collectif Némésis en ont fait l'amère expérience. On s'est rendu en fait devant l'école Sciences Po pour tracter
Plusieurs étudiants ont commencé à se masquer, à mettre des kéfiers de la Palestine sur leur tête, sur leur visage, etc. pour se cacher. Et ont commencé à nous insulter, à se mettre autour de nous pour nous intimider et à nous repousser de la fac de manière assez violente. Ils avaient en fait des drapeaux palestiniens dans leur sac. Je ne sais pas pourquoi ils vont en cours avec ça, mais ils les ont sortis de leur sac à dos. Ils se sont un peu cachés derrière ça pour nous mettre des coups de pied, pour nous jeter des objets. On a reçu de l'eau, des bouteilles d'eau, des gourdes, enfin ce genre de choses sur la tête. Et moi j'avais mon chien, donc j'étais quand même un peu apeurée parce qu'évidemment quand on se fait menacer, c'est toujours intimidant, mais en plus quand on a son animal qui est un peu terrorisé, c'est toujours encore plus choquant et attristant. Donc on a commencé à reculer et en fait ils continuent à nous suivre, à nous insulter, à nous jeter des choses, à nous frapper même. Ils ont essayé de voler le sac d'une de nos militantes. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on a commencé à filmer parce qu'on s'est dit, bon, au moins là, s'il y a des violences, ce sera sur vidéo et on pourra prouver ça. Mais, en dehors des facultés, l'ultra-gauche ne dispose pas de la même couverture, ce qui l'amène parfois à menacer de mort ses opposants pour tenter de les faire taire. Ainsi, le député LFI Raphaël Arnaud, ancien chef d'un mouvement de gauche radicale, place une cible sur Alice Cordier, présidente de Némésis. Il a notamment menacé Alice Cordier de mort en disant qu'il allait lui mettre une balle dans la tête. Ça, en fait, il l'a dit en off, hein. C'est pas quelque chose qu'il a dit de manière publique, évidemment, mais il l'a dit en off et ça a été enregistré. Et donc, on a des extraits où on l'entend menacer de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Depuis la mort de Charlie Kirk, de nombreux influenceurs français sont visés par les factions gauchistes. Parmi eux, Damien Rieu, déjà la cible de nombreuses menaces, est particulièrement en ligne de mire depuis le 10 septembre. Il y en a beaucoup qui, sur les réseaux sociaux, ont dit, qui ont fait des sous-entendus. Ce qui s'est passé pour Charlie Kirk, il faudrait aussi le faire en gros pour Damien Rieu. Donc c'est pas dit comme ça, donc c'est difficile de l'attaquer juridiquement, mais c'est des références. Par exemple, quand est-ce que Damien Rieu fait une conférence dans un lycée? C'est comme ça que Charlie Kirk a été tué, c'est dans un lycée. Donc sous-entendu, on va faire pareil. Et ça a été liké, une publication qui a été likée par 35 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 35 000 personnes qui cautionnent, je dirais, mon assassinat. Dans le contexte de violence exacerbée que connaît notre pays, il serait effectivement insensé de minimiser ce risque. On se souvient que Jean-Marie Le Pen et son entourage avaient été plusieurs fois la cible d'attaques. Comme le 5 juin 1984 à Toulouse, lorsqu'une bombe ravage la salle accueillant le meeting du président du FN. Déjà, en 1976, l'appartement où il vivait avec sa famille avait été truffé d'explosifs. Hier Le Pen, demain Jordan Bardella, Éric Zemmour ou encore Bruno Retailleau, malgré les dispositifs de sécurité mis en place lors des meetings, rien ne peut exclure l'action d'un tireur isolé. La stupeur des spectateurs ce matin près de l'Arc de Triomphe. Lors du défilé militaire du 14 juillet 2002, le militant d'extrême droite Maxime Brunery, présent dans la foule, sort une carabine 22 longs rifles et tire sur Jacques Chirac. Brunery rate sa cible, mais il est à noter qu'il déclarera, lors de son procès, qu'il ne visait en réalité pas particulièrement le président de la République et que Jean-Marie Le Pen, encore lui, eût constitué une meilleure cible. Reste que l'épisode démontre la difficulté de contenir un tel loup solitaire, pour reprendre une expression chère aux médias. Et ces fameux loups solitaires, justement, car en matière d'action politique, il est un parti qui a déjà, à maintes reprises, fait montre de ses dispositions au meurtre. Un épisode récent vient rappeler la constante menace qu'il représente. Le 10 septembre, jour même de la mort de Charlie Kirk, un autre influenceur chrétien était assassiné dans notre pays. Ashour Sarnaya, irakien de 46 ans, reçoit un coup de couteau à la gorge alors qu'il présentait un live sur TikTok. Son assassin sera arrêté un mois plus tard. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans qui aurait agi par motivation religieuse. C'est peut-être là le principal danger que courent les influenceurs et politiques catholiques de droite française, les fameux loups solitaires de la cause islamique.
Christine Tazin et Pierre Cassin, fondateurs de sites ouvertement islamophobes, en savent quelque chose. Alors, je reçois régulièrement des menaces sur mon site. Effectivement, on va te tuer, et toi, et tout, etc. J'ai reçu des un peu plus développés il y a une dizaine d'années, quand j'enseignais encore, d'un gentil musulman à l'autre bout de la France, parce qu'il y a eu, on en a parlé, j'ai été obligée de déménager, j'ai été obligée d'arrêter mon métier quand même, j'étais vraiment en grand danger. Ça a quand même pris une certaine importance. Les policiers, des policiers spécialisés sont venus voir chez moi et m'ont dit non, c'est pas possible, il faut que vous arrêtez tout et vous déménagez. Les menaces ne sont pas pour moi le plus effrayant. Je sais que c'est l'activité qu'on mène, je sais que l'activité qu'on mène depuis 20 ans bientôt, à savoir expliquer que l'islam est incompatible avec nos valeurs et refuser l'islamisation de nos pays, je sais que c'est un combat qui m'expose et que j'ai pas besoin de menaces pour ça. Je sais que c'est un combat qui m'expose plus, qui nous expose plus que le commun des mortels. Ce qui veut pas dire que le commun des mortels peut ne pas mourir parce qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit aujourd'hui. Je sais qu'on est plus exposé, je vis avec. Alors en fait, moi, ça fait longtemps que je reçois des menaces de mort parce que je travaille sur les questions notamment d'islamisme. Et donc, je suis considéré par un certain nombre de membres de la communauté frériste ou islamo-frériste comme islamophobe. Et donc, effectivement, ça c'est une accusation qui met en danger, ça fait des années. Cette menace constante va jusqu'à dissuader des influenceurs qui ne portent pas de cause proprement politique. Ainsi, cette jeune chrétienne a récemment annoncé qu'elle stoppait ses vidéos consacrées à la foi, par peur des représailles. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur le christianisme et en 5 ans, j'ai reçu énormément de mauvais commentaires, de mauvais messages, de messages privés, de menaces de mort et plein d'autres choses qui s'en suivent. Je pense que vous avez vu il n'y a pas longtemps une personne en situation de handicap qui s'est fait tuer à Lyon parce qu'il revendiquait sa foi en live sur TikTok. Comme vous le savez, j'ai un enfant et je ne peux pas me permettre de mettre ma famille en danger. Je ne dis pas qu'il m'arrivera forcément quelque chose si je continue d'en parler, je préfère juste mettre ma famille en sécurité parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est des sujets très irritables pour plusieurs personnes. Nous, on a toujours été plutôt menacés par les islamistes parce qu'on dénonce l'immigration comme étant un facteur d'insécurité pour les femmes. Donc évidemment, ça n'a pas vraiment toujours plu aux islamistes et aux courants les plus radicaux de l'islam, et même de manière générale aux musulmans. Et ça montre simplement qu'il y a une menace et ça fait plusieurs années que moi et mon avocat, on a demandé une évaluation de ces menaces et une protection policière. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas réussi à les obtenir. Quand on a fait l'apéro saucisson pinard avec Pierre et puis le bloc identitaire, donc ça remonte à 15 ans maintenant, on a su qu'effectivement il y avait des djihadistes qui avaient prévu de nous enlever les trois responsables. On ne sait pas quel sort ils nous réservaient. Bon, l'autre a été arrêté avant. Voilà, mais donc on sait qu'on danse un petit peu sur un volcan. Aujourd'hui, je serais suicidaire si je disais où j'habite. Aujourd'hui, je ne distribuerai pas un tract dans le lieu où j'habite, ni dans l'environnement où j'habite. Et puis, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait, ce qui pour moi n'était pas envisageable quand j'étais de gauche, j'ai commencé à faire du tir sportif. Et j'ai commencé à faire du tir sportif pour me permettre tout simplement, en toute légalité, d'avoir des armes chez moi. Et si des gens avaient des mauvaises intentions à mon égard, je préfère malgré tout avoir les moyens de me défendre que de servir de gibier sans défense. Les journalistes de Charlie Hebdo ont finalement été les premières victimes de ce nouveau danger politique, qui ne vient donc pas précisément de l'extrême gauche traditionnelle, mais qui s'y lie progressivement. Après tout, ces deux entités ont le même objectif: détruire ce qu'il reste de la France, des Français et de leurs valeurs, pour instaurer un désordre nouveau où le communautarisme sera roi. Malheur alors à ceux qui ne seront plus maîtres chez eux.